Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cet entretien avec l'ambassadeur de France au Japon, Monsieur Laurent Pic, à l'occasion de la fin de sa mission. L'Institut français de recherche sur le Japon, à la Maison franco-japonaise, et la Fondation Maison franco-japonaise, co-organisateurs de cet événement, sont profondément reconnaissants à Monsieur l'ambassadeur d'avoir bien voulu dégager un peu de temps pour nous, à la veille de son départ, pour un premier bilan et nous faire part de sa vision de la recherche en sciences humaines et sociales et de l'action de diplomatie culturelle de la MFJ. Monsieur l'ambassadeur, notre sentiment de gratitude s'étend évidemment aussi aux 3 années que vous avez passées au Japon, années pendant lesquelles vous avez toujours soutenu la recherche que produit notre institut et le débat d'idées que promeuvent les conférences de la Maison franco-japonaise. Une des preuves les plus éclatantes de ce soutien est la mention de la MFJ dans la feuille de route sur la coopération franco-japonaise signée en 2019 par le Premier ministre japonais et le président français, feuille de route intitulée pour ouvrir de nouveaux horizons entre la France et le Japon dans le cadre du partenariat d'exception. Il y est mentionné le centenaire de la MFJ qui se profile à l'horizon 2024 et le profit qui peut en être tiré pour renforcer les échanges intellectuels entre les deux pays. Malgré une situation sanitaire difficile, ne facilitant pas les rencontres en vue de débattre, nous essayerons, Monsieur l'ambassadeur, d'être dignes de votre confiance, notamment dans le cadre de la saison de la France au Japon qui s'ouvrira à l'automne 2021. Je passe maintenant la parole à Monsieur Nobutaka Miura, conseiller d'honneur de la Fondation MFJ. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. J'espère bien que vous êtes resté en forme pour assumer votre responsabilité, votre lourde responsabilité pendant la crise de coronavirus que nous traversons depuis février ou mars dernier. Donc, je vous expliquerai comment, pourquoi j'ai eu cette idée d'organiser un entretien, une conversation en Zoom dans la situation actuelle. Alors, bon, donc c'est la première fois que je vous vois sur l'écran, non pas en or et en os, depuis notre déjeuner de février, n'est-ce pas? Et j'attendais l'occasion de vous revoir au moment de la fête nationale du 14 juillet, par exemple. Vous organisez, l'ambassadeur de France organise traditionnellement à sa résidence, mais dans la situation de coronavirus, cette fête nationale a été annulée, je crois. Oui. Donc, je vous ai proposé dès mai dernier d'organiser cette conversation en Zoom pour vous revoir et pour vous entendre et pour vous dire de vive voix notre sentiment de gratitude, nos remerciements pour tout ce que vous avez fait en faveur en soutenant les activités de la Maison franco-japonaise. Et en effet, vous êtes arrivé, je crois que vous êtes le plus jeune ambassadeur de France au Japon, historiquement, non? Vous êtes arrivé C'était Maurice Gourdon-Montagne qui était le plus jeune, je crois. Ah bon? Ouais. Mais vous avez 53 ans quand vous êtes arrivé. Mais je pense que Maurice, il était encore beaucoup plus jeune que moi quand il est arrivé. Mais vous êtes le premier ambassadeur de France qui a bien voulu accepter d'intervenir dès votre prise de fonction en juillet 2017. Et c'était en septembre, mais votre intervention publique a été faite, je crois, à la Maison franco-japonaise. C'est un très grand honneur et plaisir. Et depuis, vous n'avez cessé de venir écouter ou ouvrir le débat à la Maison franco-japonaise, comme le colloque Paul Claudel,
ou d'autres occasions. Donc, vous avez donc, comment dirais-je, historiquement parlant, l'ambassadeur de France qui a été le plus présent, le plus fréquemment dans nos murs. Et donc, en montrant votre amitié, votre, comment dirais-je, en soutenant, pour soutenir nos actions. Donc, c'est l'occasion donc de vous remercier vraiment sincèrement tout ce que vous avez fait en notre faveur. Et donc, j'ai été trop long. Je laisse la parole à mon collègue, ex-président de la Fondation, parce que votre mission a correspondu à peu près à 2 mandats de président de la Fondation de M. Fukui. Et il a assuré la présidence pendant 4 ans et vous pendant 3 ans. Mais donc vos deux parcours se coïncident à peu près, se recoupent. Donc, M. Fukui, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour, Monsieur le Président. Comme ancien représentant de la Fondation Maison franco-japonaise, jusqu'au mois de juin dernier, je voudrais adresser à Monsieur l'ambassadeur tous nos remerciements sincères pour vos présences fréquentes aux événements organisés à la Maison franco-japonaise, comme le disait tout à l'heure Monsieur Miura, et aussi pour vos opinions et vos aides à nos activités pendant 3 ans. Grâce à votre étroite collaboration, la relation entre les 2 organisations, c'est-à-dire la Fondation Maison franco-japonaise, organisation tout à fait japonaise d'un côté, et de l'autre côté, l'Institut français de recherche sur le Japon à la Maison franco-japonaise, organisation publique française hébergée à la Maison franco-japonaise, donc étroitement liée à la Fondation. Et la relation entre les deux organisations et leur collaboration marche très bien comme ce grand entretien de ce soir, n'est-ce pas? Je vous exprime vif remerciements encore une fois et je vous souhaite bon retour, bonne chance, beaucoup de bonheur. Merci. Je passe la parole au monsieur Thomas, peut-être. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimasu. Oui, merci Monsieur Fukui pour cette appréciation de notre relation qui est vraiment importante et qui fait la Maison franco-japonaise. Moi, je voudrais amorcer le débat par une question assez simple. C'est comme j'ai dit dans mon intervention préliminaire, la Maison franco-japonaise est citée dans ce document pour un partenariat d'exception qui a été signé par le président et le Premier ministre Abe. Et je voudrais savoir comment vous voyez le rôle de la Maison franco-japonaise dans le développement de ce partenariat d'exception. Alors c'est une question un petit peu large, mais qui nous permettrait de voir comment vous pensez la Maison franco-japonaise dans le dispositif et dans le débat intellectuel et le renforcement des relations intellectuelles entre la France et le Japon. Merci beaucoup à tous les 3. Je voudrais commencer par vous remercier d'organiser ce débat. Et pour moi, c'est évidemment très important de pouvoir le faire avec vous. Tant j'ai aimé nos interactions pendant 3 ans, et tant je pense que la Maison franco-japonaise et le bureau de recherche français sur le Japon à la Maison franco-japonaise sont des éléments extrêmement importants dans les échanges entre nos 2 pays. Pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a l'histoire, il ne faut jamais l'oublier. Et comme vous le savez, un chercheur claudélien par excellence, Michel Wasserman, vient de publier un livre sur justement l'histoire des relations culturelles entre nos 2 pays qui mérite d'être lu et qui nous fait aussi revenir aux sources de tout cela. Et la raison pour laquelle finalement
ces fameuses âmes en résonance de Paul Claudel doivent être entretenues et doivent prospérer. Donc, il y a une valeur intrinsèque à ce que vous faites pour cette relation culturelle entre nos deux pays, tant nos deux pays ont cette fascination mutuelle qui perdure, comme on l'a vu par exemple lors de la saison japonaise en France, Japonisme 2018, et comme je l'espère, on le verra aussi avec la saison de la France en 2021, dont j'ai été l'initiative et pour lequel je me suis vraiment battu pour qu'elle ait lieu. Donc ça, c'est la première raison. On a une longue tradition d'échange entre nos intellectuels et donc il ne faut absolument pas perdre cela parce que, évidemment, sans la pensée, sans les livres, je vois que vous êtes parmi les livres, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai le président de la République derrière moi, mais les livres sont très importants aussi et je pense que le président serait d'accord. Donc, il faut que cette culture continue à être un trait d'union entre nos deux pays, dans toute son acception d'ailleurs, pas seulement la culture telle qu'elle existait au temps de Paul Claudel, mais la culture aussi sous toutes ses formes qui continue à finalement être un moteur dans le monde. Et la deuxième sujet, c'est que nous sommes dans un monde très compliqué, très dangereux, qui nous réserve d'ailleurs des surprises avec des défis qu'on n'aurait même pas imaginés. Et évidemment, je ne peux faire que référence à cette crise sanitaire qui nous a éloignés physiquement ces derniers mois et qui a été un des défis d'ailleurs de mon séjour au Japon. Et je pense, j'en suis convaincu, et je pense que c'est aussi la conviction de la France, qu'on peut faire face à ces crises que si justement on utilise aussi ce qui est l'arme la plus puissante de l'humanité, c'est-à-dire la pensée. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'échanges intellectuels. On a besoin de réfléchir aussi en liaison avec ce que l'on sait de notre propre histoire. On a besoin de tout relier pour avoir d'abord une analyse aussi objective que possible de ce qui nous arrive, mais qu'aussi on puisse trouver les bonnes réponses et pas les réponses faciles, pas les réponses qui nous précipitent encore plus dans la crise et dans le mur. Et donc, c'est pour ça qu'il y a besoin de ce débat d'idées entre la France et le Japon, parce que je pense que nos deux pays ont beaucoup en commun, qu'ils sont évidemment très différents. Et là, je pourrais faire référence à un autre grand intellectuel français, Pierre Lévi-Strauss, qui a écrit sur le Japon. D'ailleurs, il a été critiqué pour cela, mais qui disait quelque part que la France et le Japon, de la part de cet immense continent qui les sépare, se tournaient le dos, mais en fait avaient beaucoup de choses en commun. Cette image, je la trouve très séduisante. Je ne sais pas si elle correspond à la réalité. Je ne suis pas un grand spécialiste du Japon, comme vous le savez. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on a besoin de poursuivre ce dialogue entre nos deux pays sur des sujets les plus divers, sur notre patrimoine commun, mais aussi sur les sujets de la plus grande actualité qui préoccupent nos citoyens et que pour éviter à nouveau les errements, le mieux, c'est aussi de mobiliser ce que nous avons, c'est-à-dire notre capacité à penser, notre capacité à relier les faits contemporains avec notre expérience historique, pour éviter aussi de reproduire les erreurs. Donc voilà pourquoi vous m'avez vu si souvent à la Maison franco-japonaise, en dehors de l'amitié que j'ai pour vous, et aussi en dehors de l'intérêt personnel que je porte à ces débats intellectuels. Monsieur Thomas, ça va? Oui, oui, allez-y, ne vous tracassez pas. C'est à vous. Alors, j'aimerais, monsieur l'ambassadeur, j'aimerais vous demander vos sentiments sur les grands événements auxquels vous avez assisté pendant votre mission. Par exemple, vous êtes un des rares ambassadeurs de France et qui ont vu empereur Akihito, Showa, et nouvel empereur, d'abord au moment de l'agrément, et puis vous allez au palais impérial pour dire au revoir, c'est ça?
à notre nouvel empereur. Et puis, donc, quels sont vos moments forts dans votre mission? Par exemple, accueil de président président de la République au moment de G20. C'était un des moments forts pour vous. Et puis, peut-être un épisode un peu malheureux, délicate, l'affaire Carlos Ghosn. Si ce n'est pas trop indiscret, pourriez-vous dire comment dirais-je, quels ont été vos moments forts? Et si vous avez quelques regrets? Moi, je conçois mon travail comme un travail d'action. C'est très compliqué d'expliquer, y compris à ses proches, ce que c'est d'être ambassadeur. Mais en même temps, pour moi, c'est évidemment de faire avancer les liens dans tous les domaines entre la France et le Japon, qui m'a mobilisé le plus, de défendre les intérêts de mon pays aussi, il faut être clair. C'est la mission première d'un ambassadeur. Et puis, oui, d'être aussi au service de ceux qui ont besoin d'aide dans toutes circonstances, y compris parfois mes compatriotes qui connaissent des difficultés dans ce pays. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai conçu mon séjour au Japon, avec la volonté, une fois de plus, de faire le maximum de progrès dans la relation franco-japonaise, parce que je suis convaincu, comme je l'ai dit, que nos deux pays peuvent faire beaucoup de choses ensemble. Je voudrais me référer d'ailleurs à ce que le président de la République a expliqué aux ambassadeurs il y a un peu plus d'un an, à l'occasion de la conférence des ambassadeurs, en faisant un tableau du monde qu'il voit et en disant que pour que des pays comme la France restent eux-mêmes, il est absolument nécessaire de conclure des alliances entre ce qu'il a appelé des puissances de bonne volonté. Et je pense que le Japon, dans cette approche de la diplomatie du président de la République, peut parfaitement être une puissance de bonne volonté et agir pour éviter d'avoir finalement à choisir entre deux modèles qui ne sont pas les nôtres, avec lesquels nous avons des proximités ou des différences, mais finalement rester nous-mêmes. Et ce qui lie le Japon et la France, c'est aussi la question de l'attachement à l'identité qui va de pair avec leur histoire, avec leur peuple. Et pour cela, une fois plus, pour défendre ce que nous sommes, non pas de manière défensive, pour le coup, le mot défense n'est probablement pas le bon, eh bien, il faut qu'on s'allie et qu'on défende ce qui est important pour nous, notamment la diversité culturelle. Donc voilà, donc ça c'est le cadre de mon action. Et cette action, c'est de construire des ponts, de faire en sorte que davantage de Français parlent à davantage de Japonais, et qu'ils aient des perspectives d'avenir, y compris maintenant dans un domaine qui devient important pour nous tous, qui est la santé par exemple. Il va falloir qu'on travaille là-dessus. Donc ça, c'est le cadre. Après, qu'est-ce qui m'a particulièrement marqué dans mon séjour? Mais en fait, c'est des choses très différentes. Bien entendu, la cérémonie de monter sur le trône du nouvel empereur a été un moment particulier, tant finalement il symbolise quelque part cette part de mystère qu'a votre pays pour les Français et pour d'ailleurs le monde, je pense. Et en même temps, toute cette séduction qui va avec. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est très réel, qui explique aussi, je pense, beaucoup l'attrait du Japon et de la culture japonaise pour mes compatriotes. Donc ça, c'est un moment évidemment très symbolique et très fort. Mais il y a d'autres moments. Je pourrais notamment évoquer cette visite que le président français a fait à un grand artiste japonais qui est maître de Yuzen à Kyoto au moment où il était
en visite officielle, avec un dialogue entre eux qui était d'une richesse exceptionnelle, dont d'ailleurs la presse a rendu compte. Il y a un article de Libération que je vous recommande. Je pense à des moments un peu magiques aussi, de dialogue entre Isabelle Huppert et Correda à l'Institut français. C'était très peu de temps après mon arrivée, où le cinéaste commentait des scènes de la filmographie d'Isabelle Huppert et où on voyait ce dialogue naître avec un niveau intellectuel extrêmement élevé, qui était très réjouissant pour la pensée. Je pense à Akira Mizubayashi lisant un de ses ouvrages, un institut français là encore, lors d'une nuit de la lecture, et notamment un passage où il expliquait que pour lui, le choix d'écrire en français et de la langue française était aussi un choix de la liberté, qu'un homme, finalement, dans sa vie, traînait toute une série de déterminismes, y compris l'héritage de sa famille, et que le choix d'une langue étrangère, au bout de compte, c'était un véritable acte de liberté. Donc voilà, je peux vous dire ça, mais je peux aussi vous parler de mes visites en prison, qui étaient au moment de l'incarcération de Carlos Ghosn, des moments extrêmement forts aussi, où j'exerçais mon rôle de protection, que je conçois avec beaucoup de sérieux, parce que je pense qu'il est légitime de protéger ses compatriotes, quoi qu'ils aient fait, lorsqu'ils ont des difficultés dans un pays étranger. Oui. Donc voilà, et c'est les choses qui me passent par l'esprit, mais il y en aurait tellement d'autres. Je ne voudrais surtout pas que mes omissions soient interprétées. Mon séjour au Japon a été d'une richesse incroyable, avec des développements extraordinaires. Vous avez parlé de Carlos Ghosn, mais je pourrais aussi parler de la disparition de Tiphaine Véron, bien de ces souffrances que j'ai pu constater aussi parfois, mais aussi de mes rencontres exceptionnelles avec des Japonais que je ne connaissais pas, mais qui m'ont offert en l'espace d'une seconde un partage de leur propre existence. J'avais parlé, je pense, lors de la cérémonie, lors du colloque en hommage au 150e anniversaire de Paul Claudel, cette visite que j'avais faite à Gifu à des maîtres de, comment on appelle ça, de washi. Et tout ça, c'est des souvenirs que je n'oublierai jamais. Oui. J'aurais voulu évoquer donc la disparition de Tiphaine Véron. J'ai vu évidemment, j'ai remarqué votre déclaration pour relancer l'enquête sur son sort. Ça appartient à votre devoir en tant qu'ambassadeur de protection des ressortissants français. Oui, donc vous n'oubliez aucun Français qui a vécu, qui a eu un moment difficile au Japon. Et je regrette pour cette affaire de Tiphaine. Bon. Vous êtes intervenu à différentes occasions par contribution à la tribune, à la presse, ou bien directement en ouvrant le débat d'idées sur la question de l'environnement, diversité, LGBT, et surtout sur la peine capitale, peine de mort. Et puis, nous avons remarqué votre tribune co-signée avec votre collègue ambassadeur d'Allemagne à l'occasion de centenaire de la fin de la Grande Guerre, pour appeler à la solidarité
pour solidarité et réconciliation pour créer la paix. Donc, sur différents ces thèmes de débat, d'idées que vous avez lancés, j'aimerais bien avoir votre réflexion sur ces différents thèmes. Vous avez très bien fait à faire sensibiliser l'opinion publique japonaise à ces différentes questions dans cette initiative. Vous avez évoqué, M. Miura, le devoir de réserve qui va de pair avec le rôle d'un ambassadeur et aussi le devoir de neutralité. Ça, c'est pour tous les agents publics en France. Mais on peut très bien respecter ce devoir tout en étant un homme de conviction, ce que je suis, je crois. Et donc, au-delà de, évidemment, illustrer les engagements de la France, de le faire avec une énergie personnelle que j'ai essayé de mettre dans tout ce que j'ai fait, notamment avec vous. Et tous ces sujets, l'égalité entre les femmes et les hommes, le droit des personnes qui ont des orientations sexuelles différentes, la lutte contre la peine de mort, mais aussi finalement le développement durable, comment finalement nous avons une responsabilité à l'égard de notre planète pour aussi les générations futures. Tout ça mérite vraiment qu'on s'y engage et c'est ce que j'ai fait. Je pense que le débat d'idées a pour mérite justement de favoriser les regards croisés entre la France et le Japon avec nos différences sur des sujets qui nous sont communs. Tous ces sujets, ils se posent à nous. Tous ces sujets, ils renvoient aussi quelque part finalement à la place de l'homme sur cette planète. Et ce qui les relie quelque part, c'est finalement, moi, ce que je crois fondamentalement, les droits de l'homme et leur universalité. L'un des enjeux que l'on voit maintenant dans toutes les organisations internationales en particulier, c'est une forme de relativisme. Finalement, tout ça est daté historiquement. Toute la construction postérieure à la Seconde Guerre mondiale et à ses atrocités, c'est quelque chose du passé qui doit être dépassé. Maintenant, finalement, il y a plusieurs modèles. Ça, je pense que c'est le plus grave danger auquel notre monde contemporain s'expose. Et surtout, je ne suis pas, comment dire, insensible à certains arguments comme quoi certaines idées sont venues de l'Occident, etc. Mais quand on regarde bien, quand on regarde les peuples dans le monde entier, ils ont des aspirations similaires. Ils aspirent tous finalement à pouvoir vivre une vie, quel que soit leur choix, à pouvoir bénéficier de liberté individuelle. Et quand on regarde ce qui se passe, y compris dans cette région, on voit bien finalement que ces droits, ils ont une forme d'universalité, puisque partout, il n'y a pas un pays où on n'y aspire pas. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle je pense qu'il est utile qu'il y ait un dialogue entre la France et le Japon. Sur tous ces sujets, l'objectif, c'est aussi, par ces échanges franco-japonais, de stimuler les évolutions de part et d'autre, dans un esprit qui ne consiste pas à juger l'autre partie, mais plutôt à essayer de s'inspirer aussi de ce qui marche et de ce qui ne marche pas sur les autres, chez l'un et chez l'autre, pour pouvoir avancer chacun de son côté ou ensemble. Et sur tous ces sujets, aussi, l'idée, c'est de rencontrer les hommes et les femmes qui s'engagent dans chacun de nos pays, les faire se rencontrer aussi, mais pour moi aussi les rencontrer, et les aider parfois, parce qu'ils ont l'impression de ne pas suffisamment être soutenus dans leur combat, ou être écoutés, ou avoir même
la possibilité de se faire entendre. Et ça, c'est important aussi d'aider ces personnes qui sont évidemment très importantes pour l'évolution de nos sociétés à pouvoir finalement avoir une tribune et à pouvoir défendre leur cause, surtout sur des sujets aussi importants que ceux-là. Donc voilà pourquoi c'est ce débat d'idées, pourquoi je pense que nous pouvons avancer ensemble grâce à ces échanges et finalement construire chacun de notre côté ou ensemble un monde meilleur. Et je pense qu'au Japon, vous avez vu dans la période récente beaucoup d'analyses à la lumière des évolutions politiques qui ont lieu, beaucoup de jugements sur une forme de conservatisme qui irait de pair avec le Japon. Je pense que quand on regarde la société japonaise, il y a des aspirations au changement, comme il peut y en avoir dans n'importe quelle société. Après, la question, c'est comment ces changements peuvent se traduire aussi et avoir un impact sur la scène politique, puisque c'est dans le débat démocratique qu'on décide dans nos pays. Et c'est là où, évidemment, il y a des différences. C'est là où le débat peut aussi aider sur l'égalité homme-femme, par exemple. J'ai évidemment été présent à la maison franco-japonaise, mais j'ai aussi beaucoup parlé à des parlementaires, des organisations de la société civile, des membres du gouvernement japonais, en expliquant surtout ce qui se passait en France, les difficultés aussi auxquelles on était confrontés. Alors, moi, je suis dans un rôle institutionnel, mais les experts qui sont venus de France à chaque fois, eux, ont des jugements qui sont libres et ils ne sont pas là pour dire tout va bien en France et vous devriez faire comme nous. Ils ne disent jamais ça, au contraire. Ils disent nous, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas du tout. Et il y a dans votre expérience ici au Japon des choses dont on peut s'inspirer et inversement, des choses qu'on ne comprend pas. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que du côté japonais, il y avait exactement les mêmes réflexes, avec chaque fois, finalement, des critiques qui sont beaucoup plus fortes de son propre pays et une forme aussi de fantasme sur l'idéal que serait l'autre pays qui se confrontent et on s'aperçoit finalement qu'il y a des efforts à faire de part et d'autre et qu'au bout du compte, si on est de bonne foi et si on prend les bonnes inspirations, on peut avancer. Très bien. En tout cas, vous êtes l'ambassadeur de France le plus engagé, non pas au sens sartrien, mais le plus engagé dans le débat et dans le débat de société. C'est le point que j'apprécie, j'ose apprécier très fortement en vous. Oui. Et on croit que vous êtes nommé par le président Macron, n'est-ce pas, ambassadeur de France au Japon. Mais d'après votre carrière, on suppose que vous êtes dans la famille socialiste. Plutôt. Mais comment vous avez reçu le décès de président Chirac, un autre grand président aimé par les Japonais? Monsieur Grudo Montagne était nommé par le président Chirac, je crois. Bien sûr. Là, pour le coup, c'est le principe de neutralité qui va prévaloir dans ma réponse. Comme je vous l'ai dit, je suis un homme de conviction, j'ai mes convictions, mais je suis capable aussi de faire le départ entre ces convictions qui sont les miennes et mon travail d'ambassadeur et de haut fonctionnaire. Et je crois que c'est possible de faire la différence. Et j'ai toujours été loyal à l'autorité politique parce que j'ai aussi servi l'autorité politique dans certaines fonctions et que je pense que dans les démocraties, il est essentiel que ce soit les politiques qui décident parce que c'est eux qui ont la légitimité démocratique. Je crois profondément au système de représentation
qui souffrent dans nos pays. Et je pense qu'il n'y en a pas de meilleur. Et donc, pour moi, les politiques doivent pouvoir compter sur une administration qui met en œuvre les choix du peuple. C'est aussi simple que ça. Alors après, oui, je suis quelqu'un de progressiste, c'est sûr. Pour vous en dire un peu plus sur moi, je n'ai jamais été dans quelque parti politique que ce soit, mais j'ai mes convictions. Voilà. Et ces convictions-là, elles sont convictions personnelles. Alors, comme je suis en train de parler un peu comme un ambassadeur avec le président de la République derrière moi, je préfère ne pas les commenter. Mais en tout cas, le président Chirac était pour moi d'abord un président que j'ai connu dans mes fonctions antérieures, que j'ai beaucoup respecté. Quand j'étais à la représentation permanente de la France à Bruxelles, auprès de l'Union européenne, il y a l'instance suprême de l'Union européenne qui est le Conseil européen, où siègent les chefs d'État et de gouvernement, et avec à côté de la salle du Conseil européen, une petite salle où siègent des conseillers des représentations permanentes, qui notamment sont les preneurs de notes de ces réunions, avec un système assez sophistiqué où on est en fait débriefé par des personnes qui sont dans la salle et qui donc ont la possibilité aussi de dire certaines choses ou de ne pas dire certaines autres choses. Et l'une des fonctions de ces conseillers, dont je faisais partie, c'était de répondre aussi aux sollicitations du chef d'État ou de gouvernement pendant le Conseil européen. Et donc, on avait chacun devant nous une lampe rouge qui s'allumait lorsque le président ou le Premier ministre nous appelait pour demander quelque chose. Et donc, j'ai, à ce moment-là, eu des interactions avec le président de la République qui étaient toujours extrêmement courtoises et respectueuses et avec une véritable volonté de le servir. C'était un homme qui avait un engagement extrêmement fort pour l'Europe, qui avait aussi une passion pour le Japon. Et donc, on ne peut pas être insensible à cette passion lorsqu'on est ambassadeur de France dans ce pays. Et j'ai remis la coupe lors des tournois de sumo le plus fréquemment possible. Je l'ai encore fait en juillet dernier, avec évidemment en mémoire cette passion du président de la République, Jacques Chirac, pour votre pays. Et bien souvent, j'ai fréquenté des lieux, notamment des petits restaurants, des pépites, où le propriétaire avait une photo avec le président Chirac. L'intimité, la connaissance que le président Chirac avait de votre pays était incroyable. Pendant, au cours de ces 3 dernières années, vous avez assisté à la cérémonie de deuil de bombardement de Hiroshima et de Nagasaki, n'est-ce pas? Et cette année aussi. Parmi vos prédécesseurs, il y en avait qui avaient laissé cette disons, tâche à son ministre conseiller, par exemple, mais vous n'avez manqué aucune occasion de Hiroshima et de Nagasaki pendant ces 3 dernières années. Mais vous avez visité aussi beaucoup de pays en province sur l'invitation de tel ou tel. Pourriez-vous raconter un peu comment vous avez découvert le Japon, pas profond, mais le Japon archipel, Hokkaido et Okinawa compris? Je ne veux pas faire de commentaires sur mes prédécesseurs parce que ce sont des hommes très respectables et qui ont toujours bien fait leur travail. Chacun s'organise comme il peut. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était évidemment essentiel de participer à ces cérémonies pour simplement le respect au peuple japonais et aux souffrances qu'il a endurées avec ses bombes, tout simplement. C'est aussi clair, aussi simple que cela. Et donc, je suis allé effectivement 4 années durant à Hiroshima et Nagasaki avec à chaque fois
beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments à l'égard de ces personnes, y compris les Hibakusha, qui ont encore dans leur chair les suites de ces bombes. Donc, je me suis déplacé au Japon, effectivement, mais je n'ai pas la prétention de connaître le Japon, notamment toutes ces merveilles, parce que ces déplacements étaient toujours très professionnels, avec peu de loisirs pour découvrir des temples, des merveilles culturelles, mais plutôt des usines, des salles de réunion avec gouverneur ou maire, des musées certainement aussi pour favoriser des échanges culturels. Mais en même temps, c'est aussi une façon très intéressante de découvrir un pays. Et donc, j'ai encore un petit peu de temps devant moi dans cette existence, en tout cas je l'espère, et je ne désespère pas de pouvoir faire du tourisme au Japon, dans des endroits maintenant que je connais, mais sans les connaître vraiment. Donc, en quittant votre pays dans une semaine, j'ai bien l'intention d'y revenir et de pouvoir justement faire ce que je n'ai pas pu faire pendant mon séjour. Mais en tout cas, pour moi, c'est très important de voyager, de ne pas rester à Tokyo, parce que Tokyo est un peu l'image inversée de ce qu'est le reste du pays. Vous me contredirez si vous le souhaitez, à tous les égards d'ailleurs. Et donc, on ne peut pas se contenter de cette vie dans cette grande ville que j'adore d'ailleurs. Je suis plutôt quelqu'un d'urbain et le béton me plaît sans doute beaucoup plus que la nature profonde. Je vais choquer le public japonais en disant ça parce que je connais l'admiration du Japon et la relation très particulière qu'il a avec la nature. Mais en même temps, j'ai appris de cette relation et ce que j'ai vécu à l'arrivée à Tokyo dans cette belle résidence de France comme une sorte de frustration de ne voir que de la forêt. J'ai fini par en fait découvrir les avantages et surtout apprécier cette espèce de paysage incroyable que je vois aussi bien de mon bureau à l'ambassade que de la résidence. Donc vous voyez, finalement, le Japon, sa relation avec la nature, cette culture si particulière qui est la vôtre, a eu beaucoup d'influence aussi sur moi, m'a probablement fait changer. Donc, au bout du compte, c'est ça qui compte, c'est de finalement s'enrichir aussi par l'expérience. Donc, est-ce que je peux répondre à votre question? Très bien. Monsieur Thoman, c'est l'heure pour toi. Je pense qu'on a le temps encore pour une question, si vous voulez en poser une. Bon. Ou je peux en poser une aussi, Oui. évidemment. Bon, alors, monsieur l'ambassadeur, vous avez parlé de Claude Lévi-Strauss, qui a écrit pas mal sur le Japon, mais parmi les grands professeurs, grands intellectuels que nous avons accueillis, vous avez accueillis pendant ces 3 dernières années, quels sont des savants, des intellectuels qui vous ont le plus marqué? Nous avons un rendez-vous manqué avec professeur Patrick Boucheron pour organiser un débat sur l'ouvrage qu'il a dirigé, Histoire mondiale de la France, et notre débat entre historiens japonais spécialistes de la France continue. Mais bon. C'est très difficile la question que vous me posez parce que si je cite certains et pas d'autres, évidemment, oui. ça va fâcher les uns et les autres. Donc, je préfère ne pas répondre à votre question directement. Peut-être par une anecdote, un clin d'œil qui m'avait beaucoup fait rire. C'était même un peu caricatural de ma part. C'était ce chercheur spécialiste des primates et qui avait étudié certaines colonies de singes au Japon. Ces singes qui
qui sont sur des îles et qui nettoient leurs aliments avant de les manger, voire même les nettoient dans l'eau de mer pour les saler. J'avais trouvé ça extrêmement drôle. Voilà. Vous avez parlé de… Mais c'est pas du tout, Oui. c'est pas du tout une réponse sérieuse à votre question, très sérieuse. Non, je pense que il Vous y a eu avez des parlé débats extrêmement… Isabelle Huppert aussi. Pardon? Isabelle Huppert. Oui, tout à fait. J'ai parlé déjà de plusieurs… Comme mais c'était pas Isabelle Huppert en tant que telle, c'était surtout son échange avec Correda qui était fascinant. Et surtout son niveau extrêmement sophistiqué. Hein, donc, ça, c'est toujours très séduisant. Mais je me souviens aussi d'un débat avec un Américain dont j'ai oublié le nom. Peut-être Bernard pourra s'en souvenir, mais qui était récent. Bon, non, il y a plein de choses. C'est très difficile pour moi de citer. Tout ça aussi me reviendra au fil du temps. Oui. Donc vous me direz, dans 10 ans peut-être, quand on se reverra à Tokyo, j'espère, oui. Je vous dirai peut-être si j'ai choisi. D'accord. Bernard, pour ma part, c'est tout. Alors moi, j'aurais une dernière question, tant qu'on est dans le domaine des metteurs en scène, des arts de la scène. Je sais, monsieur l'ambassadeur, que vous avez un goût particulier pour Ariane Mnouchkine, qui elle-même aime beaucoup le Japon. Ariane Mnouchkine est une sorte de passage, parce que moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, au Festival d'Avignon, j'ai assisté à la Nuit des Rois, mise en scène par Ariane Mnouchkine, mais fait sous la mode kabuki, avec une mise en scène kabuki, c'était absolument extraordinaire. Et donc j'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur votre goût pour Ariane Mnouchkine et puis sa relation avec le Japon, parce que là il y a une sorte de triangle intéressant, moi je trouve. Non, mais vous avez tout à fait raison. Bon, moi je suis comme vous, hein, je pense, Bernard, on est à peu près de la même génération, vous êtes plus jeune probablement. Un adepte du Théâtre du Soleil où j'ai été quand j'étais étudiant et lycéen à Paris. C'est un théâtre que j'ai fréquenté, donc avec tout sa chaleur, puisque tout le monde finalement participait quelque part à l'événement théâtral, à égalité aussi. Donc c'est quelque chose de très important. Ariane Mnouchkine, en fait, explique qu'elle est venue au théâtre par un séjour au Japon, quelque part. C'est ça qui l'a éveillée à ce qu'elle voulait faire, qui est sa passion et son art. Donc, elle revient fréquemment au Japon. Elle s'est inspirée des formes traditionnelles de théâtre japonais. Elle a une passion pour ces formes. Elle les a transposées dans sa propre grammaire théâtrale. Elle a surtout l'intention de continuer. C'est ça qui est important. C'est qu'elle a passé récemment un long séjour au Japon, juste avant qu'on lui remette le prix de Kyoto. C'était à l'automne 2019. Et lors de ce séjour, elle a commencé à réfléchir à une prochaine création qui, j'espère, je suis presque même sûr, sera l'un des moments forts de la saison de la France au Japon en 2021-2022. Et donc, il faut s'attendre à voir Ariane Mnouchkine à nouveau dans ce pays, avec, je pense, une création qui s'inspirera de cette passion qu'elle a pour la culture japonaise, mais aussi aura une portée universelle, puisqu'elle parlera de la manière dont notre monde fonctionne. Je ne vais pas révéler de secret. Vous savez que l'une des spécificités d'Ariane Mnouchkine, c'est de créer en marchant, c'est-à-dire qu'au départ, elle a une idée, une intuition, et cette intuition prend corps au fur et à mesure que la création se produit. C'est, une œuvre dynamique et qui tient compte aussi de toute une série de facteurs, y compris les acteurs qui contribuent à mettre en
mettre en œuvre son intuition. Donc, mais je suis absolument certain que ça sera un immense bonheur d'assister à cette représentation. Et j'espère que j'aurai des loisirs pour pouvoir y assister moi-même en revenant au Japon à ce moment-là. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour cette heure vraiment passionnante passée en votre compagnie et d'avoir permis par votre ouverture intellectuelle, votre sincérité, votre humanité. Maintenant, on sait que ça existe chez un ambassadeur. Bon, c'est une boutade, mais c'est quelque chose que beaucoup de gens qui vous ont rencontré retiennent. Au bout d'une année, mais je sais que ma prédécessrice, Cécile Sakai, me l'avait dit, et de ce point de vue-là, ça a été vraiment un grand honneur, une grande joie de vous rencontrer. Je vous remercie aussi, Monsieur Miula, pour vos questions directes, sans autocensure, et, ce qui est vraiment une bonne chose et qui montre que la Maison franco-japonaise est un lieu ouvert de débat, où il n'y a pas justement de censure et d'autocensure, ce qui souvent, qui est un peu dans l'air du temps et contre lesquels il faut évidemment lutter. Surtout, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour votre nouvelle affectation. Et j'aimerais vous demander si ce n'est pas indiscret où vous allez aller après le Japon. Oui. Ce n'est pas du tout indiscret puisque c'est même public. En fait, j'ai été nommé représentant permanent auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale à Montréal. Et depuis le 4 août d'ailleurs, je suis officiellement RP à Montréal. Et donc, vous voyez, on a beau être passionné par le débat intellectuel, eh bien, on peut aussi avoir une nouvelle aventure très différente qui va être extrêmement technique, mais en même temps avec un secteur qui me passionne de longue date et qui fait face à des défis considérables en ce moment compte tenu de l'impact de la crise sanitaire sur les voyages. Ce qui me lie en fait à titre personnel au transport aérien, c'est que je suis un passionné de voyage, que mes parents l'étaient et qui m'ont ouvert à cela. Je sais que, et d'ailleurs on le voit dans la presse actuellement, le voyage devient quelque chose parfois négatif. Je suis évidemment totalement hostile à cette idée parce que je pense que on ne peut concevoir notre monde que dans l'ouverture aux autres et dans les échanges avec les autres et que rien n'est meilleur que de rencontrer des cultures différentes, aussi voir que c'est au cœur de l'humanité. Et donc, on a besoin finalement de découvrir le monde. Évidemment, des méthodes plus ou moins bonnes de le faire, mais cette découverte du monde, c'est ce qui m'a conduit à être diplomate au bout du compte. C'est pour ça que je suis aujourd'hui parmi vous. Voilà, et je compte bien à Montréal m'employer à faire en sorte qu'on puisse continuer à l'avenir à voyager. Représentant permanent auprès de quel organisme? C'est l'Organisation de l'aviation civile internationale qui a été créée par la Convention de Chicago de 1944, qui est en fait une organisation du système des Nations Unies et qui précède même la création des Nations Unies. Vous ne pouvez faire voler des avions dans le monde que si vous avez des normes uniques qui s'appliquent à tous. Autrement, un avion devrait atterrir à la frontière. Et donc, on voit bien que c'est l'un des problèmes auxquels on fait face actuellement. Le fait que les États aussi parfois agissent de manière non coordonnée et qu'au bout du compte, ils bloquent la possibilité d'aller d'un point à l'autre. Et c'est évidemment des enjeux qui sont des enjeux en tant que tels, mais c'est aussi des enjeux commerciaux, des enjeux d'emploi, des enjeux industriels, donc des enjeux environnementaux. Parce que maintenant, tout le monde aspire à ce que les avions polluent moins, ce qui est légitime. C'est des enjeux d'innovation technologique, donc c'est tout ça dont je vais m'occuper. Le poste de Tokyo, j'espère en tout cas que j'y arriverai. Le poste de Tokyo, c'était vous-même qui avez souhaité Bien sûr.
Mais Oui, le poste de Montréal aussi. oui, ça fait partie de mes vœux. Très bien. Après, voilà, c'est le choix qui a été fait par les autorités françaises. Je le respecte pleinement et je suis très content de pouvoir, comme je vous le dis, finalement arriver à un moment où il y a beaucoup de choses à faire. Mais ça sera très, très différent aussi de ce que j'ai fait au Japon. Dans une certaine mesure, c'est pas plus mal. Parce que je pense qu'on ne part pas du Japon comme ça et qu'on y laisse une partie de soi-même. Donc, aller dans un autre pays pour avoir une mission à peu près similaire, ça aurait été probablement plus difficile pour moi que de faire quelque chose de très différent. Et là, je peux dire que je suis servi puisque ça sera extrêmement différent. J'ai appris par la nouvelle de l'ambassade de France que nous autres Japonais, citoyens japonais, ont le droit de voyager, d'aller en France maintenant. Absolument. Sans restriction. Depuis le 1er juillet. Et puis, pour les résidents français au Japon, ressortissants français au Japon, ils ont le droit d'aller en France et de revenir au Japon maintenant. Ils ont la restriction qu'a imposé le gouvernement japonais. Hein. Maintenant, très gênant. Ils ont le droit de le faire depuis le 1er septembre. Très bien. J'ai beaucoup embêté oui. mes amis japonais là, sur ce sujet. Ah oui, j'imagine, oui. Bon. Voilà, merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, vous pourrez aider encore la Maison franco-japonaise à Montréal, parce que nous avons besoin des avions pour avoir des invités à la MFJ. C'est même ce qui est essentiel à son existence. Donc, encore des années où vous pourrez nous aider directement. Donc, merci pour tout. Et puis, merci d'avance. Voilà, ce sera notre mode de conclusion. Et je voudrais remercier donc l'ensemble des personnes qui ont bien voulu écouter cette conversation. Merci beaucoup et bon week-end. Merci beaucoup à vous trois et merci aussi à toutes les personnes qui ont assisté à cet échange. C'est évidemment extrêmement frustrant de ne pas les voir et de ne pas pouvoir prendre leurs questions. J'espère qu'ils nous pardonneront. Et donc, merci du fond du cœur à la Maison franco-japonaise pour ces contacts extrêmement amicaux que nous avons eus pendant 3 ans. Merci beaucoup, Monsieur Pic. Arigatou gozaimashita. Merci Bernard. Merci. Merci Noriko, merci Nobutaka. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Oui.